Donc aujourd'hui, on va terminer normalement ce cours, ce module. Il y aura une séance ou 2 séances de révision, ça dépendra de vous. Quand vous serez prêt, vous me faites signe, d'accord? Donc comme j'avais promis, comme on ne peut pas faire de TP cette année malheureusement, donc on va essayer de voir un exemple. Donc on a vu le polycopier, les TP normalement qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas cette pandémie. Et là, je vous donne quelques résultats et comment on analyse les résultats qu'on trouve normalement en TP. D'accord? Donc là, vous avez les premiers résultats. Donc là, c'est concernant un stress. Et je vous donne 2 lots de plantes de petits pois qui ont été récoltés dans 2 localités différentes. Nous avons procédé à plusieurs analyses, c'est-à-dire qu'on est parti au champ et on a prélevé des plantes de 2 localités différentes, 2 lieux différents. Et on a analysé ces plantes. Donc, on a mesuré donc, certains paramètres biochimiques, certains paramètres morphologiques, puis quelques paramètres biochimiques. Donc, les paramètres morphologiques dont j'ai parlé la dernière fois sont la longueur de la partie aérienne, c'est-à-dire la longueur de la tige avec les feuilles. Et on la mesure comment? On prend la partie aérienne et on mesure jusqu'à la feuille la plus longue. Donc, la longueur de la partie aérienne, la longueur du système racinaire, on mesure le poids frais de la matière aérienne, de la partie aérienne, le poids frais du système racinaire. Également, on peut faire les mesures du poids sec. On met le matériel à sécher dans une étuve pendant 24 heures, 48 heures. Ça dépendra de la température qu'on utilise. Si on utilise 90, 96 degrés, on laisse 48 degrés jusqu'à ce que ça se dessèche. Et normalement, on fait les pesées. Donc là, le lot des plantes, le lot 1, c'est-à-dire les plantes qui ont été prélevées de la localité 1, donc on a prélevé 5 plantes et on a mesuré, on a pris ces mesures. Et là, c'est les mesures des plantes, du poids frais, du poids frais de système aérien, de système racinaire. Et ça, c'est relatif aux plantes prélevées de la localité 2. Donc, la première des choses qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de calculer les moyennes et de comparer. C'est ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Donc, vous allez voir ça. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Vous l'avez vu en maths. Lorsqu'on vous dit, on vous demande de calculer la moyenne de quelques mesures. Je n'ai la moyenne. Vous êtes là? Oui, c'est La somme divisée c'est par la somme Divisé des par le nombre. résultats. Oui. Divisé par le nombre. Par le nombre, les échantillons. Donc, on a 5 plantes. On va faire la somme et on va diviser par 5. Donc, faites les moyennes. Donc, je vais essayer de faire une et vous faites en même temps avec moi. Donc, on a 20 plus 18,5 plus 21 plus 24 plus 19. Ça donne ça qui divise 5. Ça me donne 20,5. Donc, moyenne. À votre avis, pourquoi on va utiliser des moyennes? C'est-à-dire si on va dans un champ où on a un essai, par exemple un essai qu'on fait au laboratoire, et normalement, on va prendre plusieurs plantes. Pourquoi on ne prend pas uniquement une seule, une seule, euh, une seule plante et on va dire, ça y est, on a mesuré. À votre avis? C'est pour éviter l'incertitude. Oui, pour éviter l'incertitude, oui. On emploie un terme qui est spécifique pour une expérimentation. On fait des répétitions et normalement, pour avoir une valeur qui va représenter le champ colo, donc les plantes, c'est-à-dire pour avoir une représentativité
pour généraliser. Oui, Hamza Khouya, pour pouvoir généraliser. Pour pouvoir généraliser et dire, par exemple, que la valeur, elle est autour, la longueur de la partie aérienne, elle est autour de 20,5. Donc, si on avait pris que cette plante qui mesure 24, ou cette plante où on a une valeur de 18,7. Donc, on va dire que la longueur de la partie aérienne, elle est 18,7. Ce n'est pas représentatif. Donc, pour avoir une valeur représentative, on prend des répétitions. Normalement, scientifiquement, pour avoir une valeur qui est valable, on prend au minimum 10 répétitions. C'est-à-dire au champ, lorsqu'on travaille dans un champ ou un essai en pot, comme on fait au TP, donc on prend plusieurs plantes, 10 plantes pour pouvoir faire la moyenne. Et donc cette moyenne qu'on va obtenir, c'est ce qui va normalement représenter les plantes de ce premier lot. C'est pourquoi on fait les répétitions. Donc vous avez fait les moyennes? 8,03. 8,03 pour le poids de la matière fraîche. Non, madame, c'est 9,63. Là, 8,5 plus 8 plus 7. C'est 9,63. Faites les calculs parce que normalement, je veux comparer, je veux vous montrer. Je n'ai la comparaison qu'on fait. 7,65. 40,16. Blassira, je suis en train de corriger la valeur l'étudiante. C'est pas 9. Ça ne peut pas être 9, c'est 8,1. Ça ne peut pas être 9 parce que 9 ou 8 ou 8 ou 7, 7, ça ne peut pas être 9, il y a la moyenne. C'est 8,1. D'accord? On a une seule 9. Mais la moyenne est 9, donc là, c'est pour la suivante, pour le poids frais, c'est 7,75. 7,75. Oui. Et là, c'est 8,03 pour H. Mais non. 4,18. 4,18. OK. Et ici, combien on a? Le 4. Ça nous donne 70 qui divise 5, ça nous donne 14,02. Et ce qui suit, 5, 10. 4,44. 4,44. Oui. Ça nous donne 4,2. Et les autres, 2 plus 2 plus 2, ça fait 8,6 plus 3
qui divise 5, ça fait 2,32. OK. Donc, la première des choses, pour la dernière, oui. Merci. Donc là, on va essayer donc de faire la comparaison entre le lot 1 et le lot 2, les plantes du lot 1 et les plantes du lot 2. Donc, la première des choses que vous pouvez remarquer, c'est la première des choses que vous remarquez. La moyenne de longueur les plantes de l'O1 Mhm. est plus élevée que le moyen de la longueur des plantes de l'O2. On peut remarquer, la première des choses qu'on remarque, c'est que les valeurs, les moyennes, les valeurs qu'on a obtenues pour les plantes du lot, le lot 1, que ce soit la longueur de la partie aérienne, la longueur de système racinaire, le poids frais de la partie aérienne ou le poids frais de système racinaire, ils sont beaucoup plus importants que les valeurs qu'on a obtenues pour les plantes du lot 2. Donc, on peut faire une hypothèse. Donc, on peut émettre une hypothèse. Donc, comme quoi, il y a un problème dans la localité 2 qui a fait que on a une croissance qui est beaucoup moins importante. Les paramètres morphologiques, ce sont des indicateurs de quoi? De la croissance. Une croissance qui est importante veut dire que la longueur, la plante, il s'allonge, il se porte bien. On va voir d'autres critères normalement. On peut passer l'émission de la fluorescence. Donc la fluorescence, là, vous voyez, là, on a parlé de cette fluorescence. C'est un appareil normalement qu'on utilise qui étudie la fluorescence chlorophyllienne, un chlorophylle fluorimètre. Il a donné la fluorescence pour le lot 1 et pour le lot 2. Donc là, on a comme moyenne 0,865 plus 0,879 plus 0,833, 888. C'est 0,87. Et pour le lot 2, « 0,584. » Donc, la fluorescence chlorophyllienne, normalement, c'est un critère qui renseigne sur le fonctionnement du photosystème 2. Donc, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est que la fluorescence? Je l'ai la fluorescence qu'on a vu normalement en cours. On a vu que lorsque les pigments sont excités, pour retourner à l'état normal, il y a 3 scénarios. Soit la fluorescence, soit la résonance, soit c'est la réaction photochimique. Donc, on a dit la fluorescence, c'est l'émission d'une lumière. Il y a la fluorescence. La résonance, c'est la transmission d'une énergie qui est beaucoup plus faible. Pardon, la lumière, c'est la transmission d'une lumière qui est plus faible que ce que le pigment a reçu. La résonance, c'est la transmission d'une énergie équivalente, donc une énergie. Et la réaction photochimique, c'est la libération d'un électron. Est-ce que vous vous rappelez ça? D'accord? Donc, la libération d'un électron. Donc là, la fluorescence, ça veut dire que effectivement, nos pigments sont excités et ils répondent. Ils répondent par l'émission d'une fluorescence qu'on peut normalement mesurer grâce à cet appareil, le chlorophylle fluorimètre. D'accord. Normalement, dans des conditions normales, cette valeur
qui est donné par cet appareil doit être autour de 0,7 à 0,8. Donc, si tout marche bien, si notre photosystème 2 marche bien, c'est-à-dire l'appareil photosynthétique, il n'est pas touché, on aura ces valeurs. C'est ce qu'on a obtenu pour le lot 1. Pour le lot 2, on a obtenu des valeurs qui sont inférieures à 0,7. Ils sont autour de 0,584. Donc là, notre appareil photosynthétique, il est atteint. Ça veut dire qu'il y a un problème, il est endommagé. Donc, si on résume, là, on a une croissance qui n'est pas importante. Là, vous voyez, on obtient 20,5, là, 14,02. Là, on a 8,10, là, on est à 4,44. Donc, le système racinaire, il a une longueur qui est très, très petite comparée aux plantes du lot 1. Pareil, pour le poids frais de la partie aérienne ou la partie souterraine, racinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'environnement de croissance de ces deux lots? C'est-à-dire, la question, c'est que est-ce que l'environnement où croissent ces plantes, il est favorable, il n'est pas favorable? Est-ce qu'il y a des conditions de stress? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions de stress? Qu'est-ce qui peut influencer la croissance? Donc, si je vous parle, l'environnement, je vous pose la question, l'environnement de croissance, ça veut dire, est-ce que la plante, il est dans un environnement qui est favorable pour la croissance? Ou là, un environnement qui est défavorable? Un environnement favorable, ça veut dire, de point de vue physiologique, ça veut dire quoi? Un environnement stress. là, qui est favorable, mais qui est défavorable. Un environnement favorable pour la croissance d'abord. Vous savez, l'ETP, ça peut être l'examen de cours. Parce que normalement, en cours, on parle de ça. On parle de l'importance d'une croissance importante. C'est un milieu, Hamza, il a répondu que c'est un milieu qui va permettre une croissance importante. Oui, mais pour avoir une croissance qui est importante, qu'est-ce que la plante a besoin de quoi? Il n'y a pas. Oui, vas-y. Ça veut dire que la plante est là, tous ses besoins. Elle a tous ses besoins. Elle a l'eau, elle a les éléments minéraux, elle assimile le carbone. Donc, elle a un fonctionnement optimal. Donc, le fonctionnement optimal, il y a la plante, il prélève et se nourrit. Elle prélève, il distribue, il utilise les nutriments dans l'environnement. Donc, les besoins dont elle a les nutriments dont elle a besoin, elle les trouve dans cet environnement. Donc, il n'y a pas de manque. Ça veut dire qu'on a une croissance qui est normale, qui est optimale. Donc, c'est un environnement qui est favorable. Lorsqu'on va passer aux plantes du lot 2, on va trouver qu'on a une croissance qui n'est pas normale, qui est normalement qui est plus faible que les plantes du lot 1. Même l'appareil photosynthétique ne fonctionne pas normalement. Ça veut dire, s'il y a un fonctionnement qui n'est pas normal de l'appareil photosynthétique, et comme conclusion, elle a une croissance qui est ralentie. La croissance, c'est quoi? La croissance, on obtient. Comment les plantes y croient? Comment se fait la croissance des plantes? Faites le lien avec la nutrition. Faites le lien avec la nutrition. On est dans un module de physiologie de la nutrition. Donc, les questions que je vous pose, c'est des questions relatives à la nutrition. Donc, une bonne croissance, ça veut dire que la photosynthèse, la croissance, on a les divisions, on a les multiplications cellulaires, l'allongement, il y a la partie aérienne ou il y a la partie racinaire, il vient d'où? Il vient menine. On obtient comment? C'est des cellules.
c'est la construction. كيما قلت لكم شي واحد كيبني الدار كيخصو البيطون كيخصو السيمات كيخصو الحديد كيخصو دونك لا سي كوا دونك السيما والحديد وداكشي سي لو ماتيريال سي لي ماتيريو دونك هادوك لي ماتيريو دو كونستركسيون شكون هما لي ماتيريو دو كونستركسيون شي اون بلون شنو هما لي ماتيريو دو كونستركسيون شنو هما L'eau et les sels minéraux. l'eau et les sels minéraux هما l'origine. L'eau, les sels minéraux ou le carbone, huma l'origine. Et lorsque la plante fait la photosynthèse, il synthétise les sucres. Il synthétise les sucres. Ou les sucres, ça lui permet de synthétiser la cellulose. Lorsqu'il va se nourrir et va prélever l'azote, il va pouvoir synthétiser la voie GOGAT, les acides aminés. D'accord? Donc, en synthétisant les sucres, les acides aminés, etc., il va pouvoir synthétiser la cellulose, la pectine, pour fabriquer les parois, les protéines, d'accord? Les acides gras pour les membranes, c'est des couches bilipidiques. Donc, le matériel, les matériaux de construction d'une plante, les cathartés, la croissance, huma, la cellulose, la pectine, les protéines, les lipides, etc. Ça, ce sont les matériaux. Ils proviennent d'où? Ils proviennent de la nutrition. Donc, c'est un métabolisme. Donc, le métabolisme de la plante, ça lui permet de construire. Pour pouvoir construire, ça veut dire qu'il se nourrit bien. Une plante qui ne se nourrit pas bien, elle ne peut pas construire. Un bébé qui ne croit pas bien, le bébé le bébé ne croit pas normalement. Il y a une courbe de croissance. La hauteur dialo, le dialo, ماشي هو هذاك لو بوا ديالو ناقص سي سكون في بور لي بلونت دونك كاين ان بروبليم تيقلبوا اشنو هو البروبليم واش ان بروبليم دو نوتريسيون واش هاك ما كيرضعش مزيان واش ما كيتغداش مزيان ما كياكلش مزيان ولا كاين ان بروبليم دون مالادي واش كاينه اون باثولوجي حيت نورمالمون si je voulais développer avec vous je peux passer un autre volet اللي هو ماشي الكور ديالنا اللي هو peut-être que les nutriments كاينين كلهم ولكن كاينه une maladie كاين un problème une maladie, une pathologie causée par un stress biotique. Là, je m'arrête, le stress abiotique qu'on a vu le cours. Donc, il n'y a pas une croissance qui est normale. On n'a pas une croissance normale. Même l'appareil photosynthétique, il est attaqué. Donc, il ne fonctionne pas normalement. Il n'y a pas une émission de fluorescence. Donc, il y a un problème dans l'environnement qui a causé ça. Donc on se limite à l'explication à ça. C'est que l'environnement de croissance les deux plantes, ils sont différents. Le premier environnement, il est favorable pour la croissance de la plante, ou le deuxième milieu, il est défavorable. Ça peut être dû à quoi? À un manque des nutriments. Ça peut être dû à un stress salin. Ça peut être dû à un stress hydrique. Et on peut faire des hypothèses. Le TP, on applique le stress. Quand on a un lot, vous vous rappelez le TP, un lot qui est témoin, ou quand on a d'autres lots, 5 lots, on applique un stress salin avec des concentrations différentes et on observe les paramètres. Donc, on dit par exemple la concentration de 10 mg par litre de sel, ça a provoqué un ralentissement de la croissance, mais l'appareil photosyntétique n'est pas atteint. Il y a la fluorescence mziana. Nous avons 16 grammes par litre et on a trouvé que notre fluorescence chlorophyllienne, il est diminué. Donc, l'indice d'INA, il est diminué. Donc, le stress salin, il a touché l'appareil, il a touché l'appareil photosyntétique. Maintenant, on va regarder le TD qu'on a fait. Vous vous rappelez le TD? Parce que la réponse de la plante, elle dépend de facteurs endogènes et il dépend de facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, la sévérité du stress, la durée, vous vous rappelez? La durée du stress, combien de temps il a été appliqué, la sévérité, il y a un stress salin, la concentration le sel, il a un stress avec une concentration qui est modérée. Le stress, il n'est pas sévère. Il a les concentrations, on parle d'un stress qui est sévère. D'accord? Vous suivez?
Oui, madame. Ok, donc, faites toujours. Donc là, vous voyez qu'on fait toujours le lien. Là, le cours d'IENA, mais c'est fragmenté. Le cours d'IENA, c'est le cours, le complément de cours, le TD, le TP même. Bon, vous ne faites pas le TP, mais je fais l'examen à la fluorescence chlorophyllienne. Comme normalement, l'appareil qui a une mesure de la chlorophylle, l'indice chlorophyllien. Donc, le chlorophylle mètre, on ne détruit pas le matériel. Donc, l'assimilation chlorophyllienne. Donc, اش كنديرو كنجيو كناخذوا هاد سي بحال اون تراب وكنخشيو لا فوي تحتها وكتعطينا اون فالور اللي كتعطيني normalement l'indice de la chlorophylle. Donc là, on peut faire هاد l'essai. J'ai voulu vous montrer l'appareil. ما لقيتش la photo ديال les appareils. Je suis à Marrakech, je n'ai pas pu prendre en photo les appareils الاخرين. Même l'étudiant اللي عنده les appareils en thèse ما كاينش باش ياخذ ديال les photos يصيفطهم ليا. Mais معليش. Donc, si vous avez besoin de les voir, نقدر نصيفطهم لكم من بعد. Donc, هاد l'appareil, donc, هنا, on peut mesurer la fluorescence, mais on peut mesurer également la teneur en chlorophylle. Donc, la teneur en chlorophylle, كتعطيها لينا هاد l'appareil, comme on peut la mesurer biochimiquement. Ça veut dire on peut faire un essai, une extraction, on va détruire le matériel, prélever les feuilles d'IENA, faire une extraction, sortir les chlorophylles et les doser par spectrophotomètre. Donc là, هنا, l'indice de la chlorophylle qui a une indication sur est-ce que les pigments chlorophylliens sont attaqués ou non par notre stress. Donc, j'ai dit les facteurs exogènes, la durée, la sévérité, l'association de plusieurs, la combinaison de plusieurs stress ou les facteurs endogènes. Est-ce que quelqu'un se rappelle les facteurs endogènes qui peuvent influencer la réponse d'une plante dans le cas d'un stress? Donc, lorsqu'on parle de facteurs exogènes, ça veut dire exogènes à la plante. Des facteurs endogènes, ça veut dire relatifs, c'est des facteurs relatifs à la plante. Je nomme les facteurs relatifs à la plante qui influencent sa réponse. Est-ce qu'il va être tolérante ou la machine tolérante? Est-ce que vous vous rappelez? Normalement, خصكم تكونوا عاقلين عليه، خصكم تكونوا فاهمينه. علاش غادي نقول لكم مثلا لا كيسيون est-ce que une plante غادي ناخذوا مثلا l'exemple نعطيكم l'exemple ديال le palmier dattier. Le palmier dattier, il est attaqué par une maladie اللي هي la maladie du bayou. Est-ce que toutes les plantes elles sont résistantes ou toutes les plantes elles sont sensibles? C'est-à-dire toutes les variétés? Non. On a des variétés, la majorité des variétés sont sensibles, on a les variétés qui sont résistantes. Donc, la variété, là, le génotype, c'est-à-dire génétiquement. Je n'ai pas compris, Zachary, il a posé une question, je n'ai pas compris pourquoi vous parlez des parasites. Là, je parle des facteurs endogènes à la plante. Donc, les facteurs endogènes à la plante, ça veut dire la génétique. Génétiquement, la génétique, est-ce que génétiquement la plante elle est résistante ou la machine résistante? Pardon. L'espèce, nous avons le blé. On n'a une seule variété, on a plusieurs variétés du blé. Nous avons l'orge, on a plusieurs variétés de l'orge. Donc, génétiquement, la plante il est résistante ou la machine résistante. Donc, la génétique. Elle résiste à un stress sain ou elle ne résiste pas au stress sain. Deuxièmement, il y a le stade où le stress a été appliqué. Vous vous rappelez, on a mis des grains de blé normalement en germination où on n'a pas arrosé. Il a donné les graines et on n'a pas arrosé, la germination, il sera normalement affecté. On peut avoir quand la quantité n'est pas suffisante sur le sol, le potentiel hydrique n'est pas suffisant, mais il y a assez d'eau, il n'y aura pas de germination. Il y a quand assez d'eau, il y aura une germination. Vous vous rappelez la question, parce que le TD, la question. Donc, ça dépend du stade. Fin,
le stress. La plante, il est à un stade vulnérable ou la machine à un stade vulnérable. Le stress, est-ce qu'il a touché les racines? Est-ce qu'il a touché... Donc, il y a ce que j'appelle des facteurs endogènes, relatifs à la plante elle-même. La plante, elle a de quoi résister? Elle peut résister ou là, elle ne peut pas. C'est-à-dire génétiquement. Elle a les gènes de résistance ou la de tolérance. Donc ça, c'est un facteur génétique qui est endogène. Mais le stade de croissance, il est quand même, elle a des facteurs de résistance. C'est-à-dire que la plante, il est encore sensible. Il est fragile. Les stades précoces de la croissance. Donc, c'est plus sensible qu'une plante qui est à un stade avancé et elle peut normalement se défendre. Maintenant, on a touché des organes, les méristèmes, les jeunes feuilles, les feuilles âgées, les racines qui viennent de pousser, les racines normalement vieilles. Tout ça, c'est des facteurs qui sont endogènes. C'est des facteurs qui sont endogènes à la plante. Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? OK. Normalement, là, j'avais compté vous poser quelques questions. Donc là, je passe à un autre appareil, normalement, qu'on a au laboratoire, qu'on utilise. C'est cet appareil, on utilise cet appareil pour mesurer la conductance, mesure de la transpiration et de la conductance stomatique. Donc, pour évaluer FTP, ce qu'on fait, on fait ces mesures, on fait la mesure de la chlorophylle et on mesure l'ouverture et la fermeture des stomates grâce à ce qu'on appelle l'appareil qu'on appelle un poromètre. Donc, le poromètre, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la conductance stomatique. Donc, la transpiration et la conductance stomatique. Lorsqu'on va mesurer, par exemple, donc, on a le lot 1, on compare le lot 2. Maintenant, l'ouverture, il est de 2 mm. Toujours, c'est l'ouverture. Le matériel végétal, centimètre carré, par exemple, et par exemple, seconde. D'accord? Au flot 2, on va trouver maintenant 1,2 mm par centimètre carré de feuille par seconde. D'accord. Si on compare d'abord l'ouverture et on trouve que les plantes 2, ils ont fermé à moitié, presque à moitié leur stomate. Donc, est-ce que ça va expliquer le ralentissement? Quel est le lien entre l'ouverture des stomates et le ralentissement de la croissance? Donc, quel est le lien entre lorsqu'on va mesurer avec ce poromètre, le poromètre qui nous donne normalement une idée sur l'ouverture des stomates, on mesure l'ouverture des stomates et on trouve que presque la moitié des stomates, ils sont fermés. Comment on peut faire le lien et dire que effectivement, on a les stomates fermés et on a une croissance qui est beaucoup plus faible si on la compare aux plantes du lot 2. La fermeture des stomates, ça induit quoi? Lorsqu'une plante va fermer ses stomates, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est qu'est-ce qui a causé? Donc, Nora, la question que je vous pose, c'est la conséquence. Mais qu'est-ce qui a causé la fermeture des stomates? Qu'est-ce qui a causé la fermeture des stomates? Probablement, c'est un stress hydrique. La fermeture de stomate, elle est causée probablement par un stress hydrique. C'est-à-dire qu'il y a un risque normalement, de perte d'eau. C'est pourquoi la plante, il ferme. Mais d'abord, je vous parle de quelle est la conséquence. Pas de transpiration, diminution de la transpiration. Oui, mais la cause, il y a la conséquence qui est, d'accord, Asma, diminution d'absorption de CO2. Ce qui est normalement comme conséquence qui va faire le lien avec le ralentissement de la croissance.
Là, machine la réception camel, machine la réception de la lumière. Lorsqu'il va fermer ses stomates, ce qui va diminuer, c'est l'absorption de CO2 et la transpiration. Au moins les deux paramètres qui vont diminuer. Parce que les stomates, qu'est-ce qui sort? C'est l'oxygène qui sort avec la vapeur d'eau et ce qui entre, c'est le CO2. Donc, lorsqu'on va fermer, on va diminuer l'absorption de CO2. Et si on diminue l'absorption de CO2, on diminue la quantité de CO2 disponible à la plante pour faire la photosynthèse. Et donc, dire qu'on diminue le CO2, l'intensité photosynthétique va diminuer. Et si l'intensité photosynthétique diminue, donc les teneurs en sucre, les photosynthétas vont diminuer. Et ça va influencer la croissance. D'accord? Pour la réception de la lumière, la lumière, elle est reçue par des pigments. Lorsque je vous ai dit qu'il y a maintenant une diminution, il y a les teneurs en chlorophylle, ou qu'il y a un problème de la fluorescence, là, on peut parler de la réception de la lumière. Mais lorsqu'on fait intervenir le paramètre de l'ouverture, c'est la conductance stomatique, c'est-à-dire le nombre de stomates qui sont ouvertes par rapport à celles qui sont fermées. Donc là, ce qui va influencer le lien bin la fermeture des stomates ou le ralentissement de la croissance, il y a la photosynthèse. La photosynthèse, il y a les sucres, ou les sucres qui seront normalement utilisés dans le cycle de Krebs pour produire l'ATP. Ou l'ATP, il y a les normalement qui est utilisé pour l'énergie utilisée pour la construction, pour la croissance. Donc, il y a assez de sucre, on n'aura pas assez d'ATP, on n'aura pas assez du matériel pour la croissance. D'accord? Donc, la fermeture de stomate, il va diminuer la concentration en CO2, ce qui va influencer la photosynthèse et, bien sûr, va diminuer les teneurs en sucre et directement, ça va se répercuter sur la croissance. D'accord? Je vous pose une autre question. Si on dose, par exemple, un gars de la plante, on va voir l'ouverture des stomates, on va trouver l'ouverture des stomates les deux. La croissance, le premier tableau, il est le même. C'est-à-dire un ralentissement de croissance. Vous suivez. Vous êtes là, vous suivez. Donc là, je vous donne un autre scénario. On va prendre des plantes et on va les comparer. On va trouver que, normalement, la croissance, il est ralenti. On a un lot où la croissance elle est normale ou un autre lot où la croissance elle est ralentie. Lorsqu'on va mesurer la fluorescence chlorophyllienne, on ne va pas trouver de différence. Pas de différence de fluorescence chlorophyllienne. Lorsqu'on va mesurer la chlorophylle, la teneur en chlorophylle n'est pas affectée. Et lorsqu'on va doser les éléments nutritifs, les minéraux, les éléments minéraux, on va trouver des différences. On va trouver des différences. Donc là, pour la fermeture des stomates également, il n'y a pas de différence pour la fermeture des stomates. Donc, on va trouver un problème, par exemple, l'azote. On va comparer la teneur en azote. On va trouver que la teneur en azote, elle diffère le sol, de la localité 1, par rapport le sol de la localité 2. D'accord? Et lorsqu'on va mesurer au niveau de la plante, on va trouver que les teneurs en azote également, ils sont beaucoup plus faibles. Donc, est-ce que ça peut expliquer des différences en teneur en azote? Est-ce que ça peut expliquer des différences de croissance? Allez-y. Est-ce que vous dormez?
Non, madame, mais la question, je sais pas, je n'ai pas compris la question Vous n'avez bien. pas compris la question? Il a le des différences. Il a le des différences في la teneur en azote عند des plantes. لقينا في هذا le lot 1. Vous avez devant vous la valeur, les teneurs en azote في le sol. غنجي le sol. لقينا في le sol ديال le lot 1. لقينا les teneurs en azote elles sont importantes. وجينا le sol فين poussent les plantes ديال le lot 2. ولقينا les valeurs ils sont faibles. Est-ce que cette différence de teneur en azote peut influencer la croissance? Est-ce que ça peut expliquer les résultats qu'on a obtenus? Oui, madame. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas, Vous pas, n'avez pas compris la question. C'est ce que j'ai dit. ok. C'est la question, est-ce que des différences en azote, le sol ou les plantes, peuvent expliquer les résultats qu'on a obtenus? Tout simplement. Est-ce que ça peut expliquer? Oui, Comment? Férouz, tu es présente aujourd'hui le cours ou là? Férouz? Abdelhak, tu es là. Tu m'as répondu. Toi. oui, madame. Oui, je sais que tu es là. Ok. Faites attention, là, أنا ما كنديرش شي حاجة عشوائية. Je ne fais rien هكذاك زعما بالعشوائية راه ما كنديرهاش. Je suis en train de vous donner des astuces. باش نقول لكم الكور كيفاش كيتخدم. فهمتوني اش كنقول لكم؟ Ne vous attendez pas باش غادي نعطيكم لي كيسيون ديريكت. غادي يكون واحد بيان سور واحد لا كيسيون غادي تكون فهمتوني؟ Donc les questions, là, ما كاينش les questions عندي أنا direct. Je ne parle. D'ailleurs, هذه c'est une question directe en fait. ولكن ماشي question directe le cours. غنعطيكم la question, غنعطيكم un tableau وغادي نقول لكم رجعوا لي الكور وشرحوا لي لو تابلو. هو هذا دابا. غنعطيكم دي دوني. عطيتكم مثلا هاد ce qu'on a obtenu. وقلت لكم في le sol, la teneur en azote elle est beaucoup plus faible. Comment l'azote il influence? Est-ce que l'azote غادي خصكم ترجعوا لي لا كور اللي عطيتكم في le cours. فاش هضرنا على لي كارونس ديك اللي كاينين 3 فاز كاين مونك و ديفيسيونس فاز 2 هي لا كروسونس اوبتيمال ولا فاز 3 هي اللي اكسي دونك غادي نقولوا بانه une faible teneur en azote il va influencer la croissance puisque un ralentissement de la croissance pour le lot 2 lorsque les teneurs en azote ils sont faibles. D'accord? Donc on est la phase 1 de la courbe اللي هي normalement la phase de carence ou de déficience. Comment l'azote, la déficience, le manque d'azote peut influencer la croissance? Le manque d'azote peut influencer la croissance tout simplement parce que l'azote, c'est un élément minéral, le rôle dialo, il est structurel. Il entre dans la constitution des acides aminés, des acides nucléiques et donc oui, l'azote, il est assimilé après la réduction. L'assimilation de l'azote après la réduction, normalement, l'azote, lorsqu'il est assimilé, il va entrer au niveau de la plante, il va intégrer les voies de synthèse des acides aminés, les acides nucléiques, et les protéines qui seront synthétisées, ils vont permettre la croissance. Donc, l'azote, c'est un élément qui est très important pour la croissance. C'est-à-dire l'explication le rôle de l'azote. Le rôle de l'azote. L'azote, c'est un élément nutritif qui est normalement très important pour la croissance. C'est un rôle structurel, la constitution. D'accord? On n'a pas à poser une hypothèse. On ne peut pas dire peut-être qu'on a des associations symbiotiques chez la plante. Là, les teneurs, ils sont faibles, le lot 2, alors qu'ils sont beaucoup plus importants. Donc, il y a une différence de teneur en un élément minéraux. Donc, il est en manque. La plante, elle est en manque. Elle a une carence en azote. Une carence en azote, il provoque une réduction de la croissance. D'accord? هذه l'explication ما كايناش زعما سي ديريكت au fait c'est une question directe لانه في لو كور الا عقلتوا على هذيك الكبال اللي عطيتكم لو مايس عطيتكم ils ont été prélevés
l'épi ديال le maïs, donc داك الكوبالات اللي وريتكم وحده صغيره وحده كبيره. وحده la croissance a été faite dans un milieu qui est riche en azote والاخرى il a été faite dans un milieu qui est pauvre en azote. Le cas ديالنا حنا هنا des lots qui ont poussé dans un sol avec des teneurs faibles en azote ou des teneurs élevées en azote, on a une croissance qui est normale. Le maïs هو الذرة راه عطيتو لكم في le cours. Le maïs par exemple هو اللي عطيتكم في le cours انا اللي عطيتكم l'exemple اللي عطيتكم اللي بينت لكم في le cours. Plus que في le polycopier, vous avez اشنا هو le rôle ديال l'azote. L'azote عنده un rôle structuré. Donc هنا il a brétu le lien entre une déficience entre un élément minéral et la croissance. Vous devez revenir le rôle ديال هذاك l'élément minéral اللي كاين en manque. مفهوم؟ Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. D'accord. Donc, les questions, j'utilise un français qui est très, 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 très simple. Quel est le lien entre une différence en un élément minéraux et les résultats qu'on a obtenus? Est-ce que ça explique, est-ce que les résultats obtenus peuvent être expliqués par cette différence en azote? C'est simple. Wesh, il a des plantes qui ont poussé un milieu qui est pauvre en un élément minéral. Est-ce que normalement, les qui ont poussé dans un milieu pauvre en éléments minéraux vont présenter une croissance qui est ralentie et pourquoi? D'accord? Donc là, c'est le TP qu'on fait, mais le TP, on le fait normalement pour expliquer le cours. Donc là, je passe le TP qu'on a vu normalement la vidéo dialogue, les voit normalement la chromatographie sur couche mince, sur papier. Et là également, si je compare les lots d'Ienna et je fais normalement une migration des pigments. Donc je reviens pour vous dire comment on a d'abord comment on fait l'extraction. L'extraction il est faite dans l'acétone. Donc, et puis on va la mettre dans une ampoule à décanter. Donc, il y a l'ampoule à décanter. Donc là, c'est des photos que j'avais prises la salle de TP d'Ienna. Donc, on fait une extraction, le mortier, avec l'acétone, on filtre et on va mettre le filtre à Diana auquel on va ajouter les terres de pétrole et on a les deux phases. Lorsque je vous ai parlé la dernière fois on a deux phases, on a une phase supérieure, il y a dit une phase inférieure. Donc, de la phase supérieure, on a les pigments chlorophylliens Diana, qui sont lipophiles ou qui sont hydrophiles. Et donc là, on va éliminer la phase et on récupère la phase. Ou la phase, normalement, c'est la chromatographie sur couche mince. Une goutte. Donc, lorsqu'on a fait la séparation, on a trouvé les tâches que vous voyez. Donc, la première remarque, vous vous rappelez les tâches qu'on a vues la séance les faites. Donc, la chlorophylle B, la chlorophylle A, l'exanthophylle, les caroténoïdes. Donc là, le papier fait la migration d'Ienna. Et là, si vous remarquez, les tâches ils sont plus grosses que là. Vous voyez que les tâches ils sont plus grosses. Le lot 1 comparé au lot 2. Donc, il y a que les tâches ils sont plus grosses, ça veut dire la quantité des pigments là, ils sont beaucoup plus importants que les quantités de pigments le lot 2. Donc, le lot 2 d'Ienna, les plantes les lots 2 d'Ienna, normalement, affectent l'appareil photosynthétique là. En allant... Madame? Oui. C'est une question. Bien sûr, marhaba. La dernière fois, on a vu que la chromatographie, c'est pas un bon outil pour compter. Quantitative, non, c'est qualitatif. Oui, c'est qualitatif. C'est qualitatif. ولكن هنا ça peut il عندي c'est-à-dire هنا ما يمكنليش نقول لك شحال لا فالور. مثلا الا قلت لك اعطيني لا كونتيتي اعطيني لا فالور. Tu peux pas. Ce n'est pas quantifié. La séparation, ça ne nous permet pas de quantifier. Mais la teneur en chlorophylle A est égale ou la teneur en chlorophylle B est égale. Par contre, l'analyse
par l'analyse biochimique, parce qu'on dit l'extraction, qu'on dit le dosage, تعطيني la quantité. D'accord? Mais là, ça peut être un outil qui me permet de comparer. Parce qu'on dit la chromatographie, le chromatogramme, c'est ce qu'on appelle les chromatogrammes, dit les lots 2. Donc là, je peux comparer. Qualitativement, on dit la même chose. J'ai toujours mes pigments qui sont existants, mais il n'y a pas de disparition de la chlorophylle. Mais si je compare les tâches, je vois que les tâches ils sont beaucoup plus faibles là qu'ici. Donc, ça veut dire que là, on dit des quantités qui sont beaucoup plus importantes, sans pouvoir dire est-ce que شحال la valeur ديالهم. Fahmtuni la différence? Je ne peux pas quantifier, je ne peux pas donner une valeur, mais je peux comparer. Qualitativement, il n'y a pas de différence بين هادو وهادو. Mais quantitativement, les tâches ils sont beaucoup plus grosses que là. Donc là, je peux tirer la conclusion que les pigments d'Yali, ils sont également affectés par le stress de l'environnement. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi le nom des deux premières flèches? C'est la tâche, le pigment à comparer. Ou uniquement pour dire que c'est le papier qu'on utilise pour la chromatographie. Ou c'est ce qu'on appelle le front de migration. Donc, ce n'est pas intéressant parce que tout le monde m'a dit que je comme des questions de TP, mais comme je fais l'examen. Mais c'est ce que j'appelle le papier d'Yali, où je fais la migration. C'est la tâche, là, le lieu, la tâche où je dépose l'ensemble des pigments. On a les pigments que j'obtiens. D'accord? Je reviens là. Donc, ce qu'on obtient, je sépare, on élimine. Vous voyez que la solution se sépare en deux phases, la phase supérieure et la phase inférieure. Donc, la phase supérieure, il y a les terres qui est verte, ou la phase qui est jaune, qui contient normalement l'exanthophylle. Donc, peut être réalisé chez toutes les plantes vertes, même chez celles dont les feuilles apparaissent colorées en rouge-violet. C'est comme on avait fait un essai là, on a pris des feuilles qui apparaissent violettes, des feuilles vertes. Lorsqu'on a fait l'extraction, on obtient toujours les deux phases. Donc, elle contient toujours les pigments solubles dans les solvants organiques, les chlorophylles et les caroténoïdes, ou une phase hydroalcoolique, rouge violacé. Donc, lorsqu'on prend des plantes vertes, c'est la couleur qu'on obtient. Vert foncé pour la phase qui contient la chlorophylle A, la chlorophylle B, les xanthophiles et les carotènes. Ou la phase inférieure, qu'est-ce qu'on jaune, il y a l'effet l'exanthophylle. Lorsqu'on prend des feuilles rouges, normalement, il y a d'autres pigments qui ont la couleur violacée et on va l'obtenir la phase inférieure, qu'est-ce qu'on rouge. Donc, c'est ce que normalement, donc, les pigments, ce qu'on appelle les pigments anthocyaniques solubles dans l'eau. Donc, les couleurs variées de ces types de feuilles sont dues aux proportions relatives des différents types de pigments, chlorophylle et caroténoïdes et anthocyanes. Ces dernières peuvent varier du rouge au bleu. Donc, le but de l'ETP, c'était de voir les pigments et de voir que les pigments, les pigments photosynthétiques, c'est des pigments qui sont normalement hydrophobes, lipophiles, qu'on obtient une phase qui est éthérée. Ou les pigments qu'on a normalement en principe qu'on étudie ou la séance de TP ou ils sont éliminés. Et que lorsqu'on va voir une feuille, mais c'est un rouge, on ne fait pas de conclusion, on dit que la feuille me fait la chlorophylle, elle est rouge. Mais chez elle est rouge, me fait la chlorophylle. Non, tout simplement parce que les anthocyanes, qui sont et ça masque avec la couleur verte, on ne peut pas la voir. Mais ça ne veut pas dire que la plante ne possède pas les chlorophylles. La chlorophylle A, la chlorophylle B, les caroténoïdes sont des pigments qui sont très importants pour la photosynthèse. Et toutes les plantes qui font la photosynthèse possèdent ces pigments chlorophylliens. D'accord? Donc ça, c'était pour les TP, mais j'ai voulu également vous parler de la symbiose mycorhizienne en relation avec ce qu'on appelle la fertilisation, que c'est une fertilisation naturelle. Donc,
est-ce que vous pouvez me rappeler l'apport de la symbiose mycorhizienne de la plante? Donc là, vous pouvez voir sur la photo des plantes mycorhizées dont la croissance est très importante et des plantes non mycorhizées. Madame, Oui, pour les associations mycorhiziennes, mhm, on a une association entre un champignon et la plante. mhm, Le champignon donne à la plante l'eau et les sels minéraux. mhm. Et la plante Donne le donne, donne les glucides photosynthétisés. Très bien. Donc, là, vous voyez que des plantes qui sont mycorhizées, comparé à des plantes non mycorhizées, la croissance il est beaucoup plus importante parce que qu'il y a l'eau, qu'il y a les éléments minéraux, donc une bonne nutrition donne une bonne croissance. C'est l'importance. Une bonne nutrition, quand on a une bonne croissance. Si on n'a pas une bonne nutrition, on ne va pas obtenir une bonne croissance. Donc là, vous voyez en pot des plantes d'olivier mycorhizées et d'autres non mycorhizées, et vous voyez la différence. Là, c'est au champ des plantes non mycorhizées et des plantes mycorhizées avec c'est des champignons, Gigaspora et Glomus. Et vous voyez la différence de croissance qui est due à la symbiose mycorhizienne. Donc, on peut considérer la symbiose mycorhizienne comme une fertilisation naturelle. Parce que, quelle est la fertilisation? La fertilisation, ça veut dire rendre un sol fertile. Rendre un sol fertile. Rendre un sol fertile, ça veut dire apporter des nutriments. D'accord? Et donc, si la plante il fait une association et ça lui permet d'avoir plus de nutriments, donc c'est une fertilisation naturelle. Au lieu d'apporter des nutriments chimiques, on fait une fertilisation naturelle en faisant de la symbiose. La symbiose mycorhizienne, il est normalement normal, elle est spontanée dans le sol. Mais il y a certains sols où on n'a pas beaucoup de champignons mycorhiziens et où la mycorhization, où là, on a des espèces, donc les espèces, ils ne sont pas très efficaces. Donc là, vous voyez un autre exemple, de la patate douce, non mycorhizée et des plantes mycorhizées. Vous voyez, de point de vue production, il a été amélioré de 17,4%. Les teneurs en sucre dans la patate, une amélioration de 14, et même les pigments, les carotènes, ils sont beaucoup plus importants chez des plantes normalement mycorhizées comparées à des plantes non mycorhizées. Donc, on peut utiliser de la fertilisation, de la symbiose comme toujours fertilisation naturelle. Donc, on avait parlé du dialogue moléculaire entre le rhizobium et entre les plantes, normalement, les légumineuses. D'accord? Un dialogue moléculaire. Le dialogue moléculaire qu'il y avait entre les plantes légumineuses et le rhizobium. Oui, il se fait. Pourquoi qu'il y a le dialogue? Pourquoi on a un dialogue moléculaire entre une plante et un micro-organisme qui vit dans la rhizosphère? Ça permet quoi, le dialogue moléculaire? Activer ou désactiver les échanges entre les racines et les champignons. Les champignons ou les bactéries. Donc, un dialogue moléculaire, c'est un dialogue qui permet de faire un échange. C'est un échange. C'est un échange qui permet quoi? Ça va faire l'installation ou empêcher le micro-organisme d'entrer dans les plantes. D'accord? Vous êtes où les autres étudiants? Il n'y a que 5 étudiants à peu près qui sont en train de réagir. Donc, Andy, Zakaria, Anas, Fatima, c'est ça ce que j'ai, tout simplement. Les autres. Donc, je reviens.
Donc, un dialogue moléculaire entre une plante, entre des racines d'une plante et des micro-organismes, c'est des dialogues, c'est un dialogue moléculaire, c'est un dialogue qui va utiliser des molécules chimiques dans le but, soit permettre l'installation d'une symbiose, soit empêcher le micro-organisme de pénétrer. Il a un pathogène, le dialogue la plante va sécréter des molécules qui vont tuer le pathogène, ils vont empêcher l'entrée dialogue. Ou là, un symbiote, le cas les légumineuses, le rhizobium, la plante, il va sécréter des molécules. Qu'est-ce que donc les molécules qui sont sécrétées? C'était des flavonoïdes qui sont sécrétés par la plante où le rhizobium, il synthétise ce qu'on appelle des facteurs nodes et ça permet l'installation de la nodule. Ça veut dire que la plante, elle va ouvrir les fenêtres, les portes pour que le rhizobium pénètre. Et l'installation du rhizobium, ça permet à la plante de faire quoi? Oui, les exudats, dans les exudats, on a donc les molécules. Mais une fois l'installation de la symbiose légumineuse rhizobium, il est fait. C'est-à-dire les nodules, ils sont là. Quel est le bénéfice? Le bénéfice? Que gagne la plante? Que gagne la plante? Le rhizobium. L'eau. L'eau, mais le rhizobium. Faites attention, là, je suis en train de parler, mais je dis ce que vous avez fait. Le légumineuse ou le rhizobium? Le rhizobium. Qu'est-ce qu'il dit le rhizobium? C'est une bactérie qui fait quoi? Qui fait la fixation de l'azote atmosphérique, N2. D'accord? Donc, une fois que la plante ait fait cette symbiose, il va bénéficier de l'assimilation de l'azote puisque le rhizobium, il transforme le N2 en NH4, NH3 et cette fonction amine va être utilisée par la plante pour la synthèse des acides aminés. D'accord? Donc là, puisque on n'a pas vu le langage moléculaire, l'installation des champignons mycorhiziens, donc la synthèse, la symbiose mycorhizienne, elle a toujours un dialogue. Une interaction entre un micro-organisme de la rhizosphère et la plante, il y a toujours, lorsqu'il y a une interaction, il y a toujours un dialogue moléculaire. Donc, la plante, il synthétise des molécules qu'on appelle les strigolactones ou là, les flavonoïdes également, qui sont normalement relâchés, qui sont relargués dans les exudats, comme a dit Kamel. Et donc, dans les exudats, il y aura des strigolactones qui seront captés par la spore. La spore vient le champignon. Donc, une fois la spore elle va être en contact avec ces molécules, il va commencer à germer. Je te répondrai, Anas, par la suite. Donc, il va commencer à germer. Il y aura libération de facteurs MIC qui vont normalement permettre à la plante d'ouvrir les portes, le mycélium pour pénétrer à l'intérieur. Donc, là, il pénètre à l'intérieur. Formation, donc, là, le champignon, il pénètre. On a la formation des arbuscules. Les arbuscules, on a où se font les échanges entre la plante et le champignon. Donc, le champignon mycorhizien, il apporte l'eau et les éléments minéraux. Ou la plante, il va donner le champignon mycorhizien le sucre. Le cas le rhizobium, le cas de rhizobium, la symbiose fixatrice d'azote, l'échange, le NH3. La plante va donner le NH3, la plante va donner les sucres toujours, la plante il donne toujours les sucres, ou le rhizobia,
les rhizobiomes, ils vont donner l'ammonium. D'accord? Donc, la question de Anas, la formation du cordon d'infection, est-ce que parmi les bénéfices de la plante? Là, la formation du cordon d'infection, avec le cordon d'infection, c'est ce qui permet la bactérie de pénétrer à l'intérieur. Une fois le cordon d'infection il est fait et le rhizobium il entre à l'intérieur, donc il forme les nodules, ce qu'on appelle les nodules qui sont formés, et à l'intérieur de ces nodules, on va trouver des bactéroïdes qui vont faire la fixation de l'azote atmosphérique grâce au complexe nitrogénase. Le complexe nitrogénase-hydrogénase, mais qu'il y a de la plante, qu'il y a les bactéries de le rhizobium. Et une fois ils font l'assimilation de l'azote atmosphérique, ils vont le donner la plante. Donc, le bénéfice de la plante, c'est l'azote. Le cordon d'infection et tout ça, c'est des mécanismes qui permettent l'installation de le rhizobium à l'intérieur de la plante. Donc, les exemples de plantes qui font la symbiose fixatrice d'azote, donc ce qu'on appelle les plantes légumineuses, l'arachide, l'haricot, le pois, le soja, l'uzère, le trèfle, etc. Toutes ces plantes, ils font une symbiose fixatrice d'azote avec le rhizobium, ou les nodules, où à l'intérieur des nodules se fait cette réaction grâce au complexe nitrogénase. Donc, et là, vous voyez à l'échelle mondiale que les cultures de légumineuses couvrent à peu près 250 millions d'hectares et 25% des cultures de soja sont inoculées avec le rhizobium. Donc, on apporte le rhizobium. Et parfois, les sols, mais qui conchionnent le rhizobium. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire une fertilisation chimique et d'apporter l'azote, ils apportent le rhizobium et ils inoculent. Et vous voyez, ce qui est inoculé, il est vert, la croissance, il est bonne, alors que là, vous voyez, un sol où on n'a pas inoculé, il y a un jaunissement ou une croissance qui est ralentie. Si vous comparez la hauteur de ces plantes à ces plantes, avec ces plantes, et vous voyez donc qu'il y a une grande différence de croissance. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous répète que pour valider un module, bon, j'arrête l'enregistrement d'abord. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous n'avez plus de questions,